Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision. Le percussionniste guadeloupéen Charlie Chomro-Lamotte est décédé ce mardi à l'âge de 72 ans. Le musicien a joué sur de nombreuses scènes et accompagné de nombreux musiciens. Parmi ceux-ci, le guitariste Gilbert Coco devant la caméra de Muriel Barlagne. Gilbert Coco revient sur ce qu'il retient de Charlie Chomro-Lamotte. Il ne se limitait pas à être un joueur de conga. Pour moi, c'était le percussionniste parce que il pouvait exploiter n'importe quel élément sonore et l'intégrer dans son éventail de percussion et puis en tirer des sons. Alors, j'ai enseigné jusqu'à il n'y a pas très longtemps et j'ai expliqué à mes élèves que cette fameuse formule définition de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable, mais j'expliquais quand même que c'était subjectif parce que pour certaines personnes, un son agréable, c'est un son de piano, un son de guitare, un son d'une jolie voix, etc. Mais un grincement de porte ou alors un bruit de ferraille, c'était pas un son. Mais Charlie, et il pouvait intégrer ça justement dans son éventail de sons parce qu'il savait déjà comment exploiter ce son. Donc tous les sons existait maintenant et justement parce que il fallait percevoir ça et concevoir ça de façon subjective, eh bien on pouvait transformer ce qui pouvait déranger certains, on pouvait le transformer en chose agréable et intégrer dans un ensemble. Et Charlie avait l'art de pouvoir faire sonner n'importe quel matériau insolite de façon agréable. Gilbert Coco qui nous interprétait un extrait du titre Francesca, extrait d'un album qui date de 1981 du Caraïbe Jazz Ensemble, titre particulièrement apprécié par le percussionniste disparu. Simon Jean-Joseph est en Guadeloupe pour présenter une formation à la conduite pour de jeunes automobilistes. L'ancien champion de rallye rencontre aujourd'hui les compagnies d'assurance du département pour leur vanter ce projet qui doit permettre de former des conducteurs plus responsables. Ceux qui bénéficieront de cette formation à la conduite de sécurité pourraient bénéficier de tarifs préférentiels auprès des assureurs de la place. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'initiateur de ce projet, Simon Jean-Joseph, au micro de Johan Charpentier-Titi. Nous avons pour projet de faire un centre de formation pour mettre l'accent sur ce qui ne va pas au volant. Aujourd'hui, nous avons tous un déficit d'information, un déficit au niveau de nos limites derrière le volant. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir apporter ma pierre à l'édifice par l'expérience que j'ai en sport automobile et en tant qu'expert à la conduite. Donc je veux simplement apporter cette expérience par le biais du système EasyDrift. Il y a un vrai projet qui peut toucher et aider un grand nombre d'entre nous et surtout des conducteurs et qui permettra à chacun de connaître sa limite. Il est important de connaître sa limite. Là, nous proposerons des stages de formation dans un cadre sécurisé qui permettra de reproduire à très faible vitesse ce qui se passe entre 90 et 110 km/h. À partir du 1er juillet, les commerçants devront distribuer uniquement des sacs réutilisables, des sacs en papier ou des sacs en tissu ou encore des sacs en matière biosourcée et compostable en compost domestique. Une mesure qui vise bien évidemment à réduire la production de matières plastiques dommageables à l'environnement et à certaines espèces d'animaux, singulièrement les tortues et les oiseaux. Reportage Cécile Allègre. Cabas, sacs plastiques, sacs recyclables ou paniers, tous les moyens sont bons pour porter ses achats. Mais il va falloir changer ses habitudes. À partir du 1er juillet, les sachets plastiques devront disparaître des rayons. Les commerçants vont donc devoir proposer d'autres solutions à leurs clients. C'est ennuyant pour la nature, le sac en plastique. Moi, je comprends ça parfaitement. Mais il y a des habitués qui ne vont pas l'admettre de faire des courses sans leurs petits sachets.
Pour les grandes surfaces, la loi a été bien anticipée. Celles qui avaient déjà démocratisé les cabas ont progressivement réduit leur stock de sacs plastiques, y compris au rayon fruits et légumes, pour les remplacer par des biodégradables. Le client qui vient pour 2-3 courses sera amené à acheter plus le sac plastique que le sac cabas. Nous avons pensé à ce problème-là. Donc, ce que nous avons commandé, c'est des sacs bio qu'on aura au 1er juillet. On a arrêté d'en commander depuis 2-3 mois. Donc, ça se fait que le stock magasin, il arrive à terme. Mais les petits commerçants sont plus inquiets. Les consommateurs, et plus particulièrement les touristes, se promènent souvent les mains dans les poches. Cette mesure peut ainsi être un frein à l'achat pour ces petites boutiques qui souffrent déjà souvent d'un manque de clients. Il y a un mois, peut-être 2-3 semaines qu'on a reçu le courrier. J'ai averti les clients. Les clients, je suis sûre, elle ne va pas accepter ça. Des fois, des gens viennent, ils n'ont même pas un sachet, ils n'ont même pas un cabas. Le cabas, disons, on peut faire des courses avec un cabas. Le tissu, les souvenirs, c'est plus délicat. Enjeu économique ou non, l'État a pris sa décision. Limiter la pollution des océans et protéger la faune semblent être devenus des objectifs incontournables. Les élus du Conseil régional de Guadeloupe sont réunis depuis hier en assemblée plénière. La première journée était consacrée aux discussions autour de l'audit financier de la collectivité commandé par l'équipe Chalus. Les autres points à l'ordre du jour concernaient le compte de gestion 2015 du payeur général et le compte administratif de l'exercice 2015 de la région. Mais hier, l'ambiance était plutôt au règlement de compte plus qu'à l'examen des comptes. Reportage Yoann Charpentier-Titi. Il aura beaucoup fait parler. L'audit rendu par le cabinet Michel Klopfer a été longuement expliqué, voire explicité, par son auteur. Pourtant, à partir d'une même information, ce sont des vérités diamétralement opposées qui sont brandies par la majorité et l'opposition. Une chose est sûre, l'exercice 2015 dénote clairement avec les précédents. L'endettement de la région y a bondi de 40% par rapport à 2014. Une évolution dangereuse selon le cabinet d'audit. Autant on peut concevoir qu'une intercommunalité récente qui vient de se créer augmente sa dette de 40% en une année parce qu'elle part de quasiment zéro. Autant, si vous voulez, une collectivité qui a une histoire, qui existe depuis des dizaines d'années, que ce soit une ville, que ce soit un département, que ce soit une région, ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la difficulté des temps, augmenter sa dette de 40% en un an. C'est extrêmement dangereux. Pour défendre son bilan, l'ancienne majorité argue que les investissements réalisés en 2015 devaient répondre à une situation difficile et que cela démontre le dynamisme de la région. Nous avons investi beaucoup plus. Et bien évidemment, parce que c'était une année difficile, et nous avons vu toutes les problématiques qui se posaient, de l'eau, des sargasses et autres. Et donc par conséquent, lorsqu'on investit, parce que 2015 c'est quand même la 4e région la plus investisseuse de la France. Donc par conséquent, c'est le signe d'une région qui est dynamique. Par cet audit, Harry Chalus entendait surtout prouver que la situation financière de la région est bien catastrophique. Si le terme semble quelque peu démesuré par rapport aux faits, le président de la région Guadeloupe devra tout de même composer avec une situation dégradée, notamment la capacité de désendettement qui passe de 3 à 7 ans au-dessus de la moyenne nationale, mais tout de même en deçà du seuil d'alerte fixé à 12 ans. Selon Harry Chalus, cela retardera l'exécution de son programme puisqu'il devra d'abord chercher à faire des économies. Il y a des manifestations qui ne seront pas faites. Nous allons commencer par faire des économies sur le fonctionnement. Par la suite, nous avons des contrôleurs de gestion que nous demanderons vraiment à faire un grand travail. Et nous irons aussi chercher les fonds européens. Nous allons essayer de mobiliser le plus que possible les fonds européens, notamment le fonds d'investissement stratégique qui n'est pas assez mobilisé pour pouvoir financer les travaux que nous aurons à faire par la suite. La séance plénière a également permis de voter les comptes de gestion et administratifs, des comptes qui correspondent à l'exercice 2015. Par conséquent, l'ancienne majorité a voté pour, signe d'un bilan assumé, quand l'actuelle s'est abstenue. Au programme de la deuxième journée de plénière aujourd'hui, l'approbation du tarif révisé de l'octroi de mer.
Mathias Orat de la CIMAD Guadeloupe était l'invité de notre journal hier soir. Il était venu présenter les conclusions d'un rapport réalisé par 5 associations intervenant dans les centres de rétention administrative. Ces associations s'insurgent contre les expulsions éclairs décidées par les services de la préfecture de Guadeloupe et le recours systématique à la rétention. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que nous a accordé Mathias Orat hier soir. Ce qu'on critique, c'est l'absurdité de la politique de rétention, qui est une politique absurde particulièrement dans la zone Caraïbe, qui est une zone où il y a 25 États ou territoires répartis sur 3000 km. Donc on a presque envie de dire que les migrations sont historiques, qu'elles sont pratiquement inévitables, qu'il y a des personnes qui vivent à cheval sur plusieurs îles, et que surtout cette politique suit un objectif principal, qui est un objectif non avoué, qui est l'objectif de faire du chiffre. Ça on le voit par différents moyens, on le voit par exemple par les nationalités qui sont ciblées prioritairement. En Guadeloupe ça va être les Dominiquais, parce qu'on sait qu'ils sont très facilement expulsables en peu de temps. Or, la plupart de ces personnes auront la capacité de revenir, donc parfois on les voit 1, 2, 3 fois en centre de rétention administrative. Du coup, elles n'ont pas le temps de voir un juge pour vraiment faire contrôler la légalité de la procédure. Et ceci est dû à une exception ultramarine par rapport au droit hexagonal, qui est que les recours devant le tribunal ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire qu'on peut faire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son enfermement et de son expulsion, mais ça ne va pas empêcher l'administration de vous expulser dans votre pays. De ce fait, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas le temps de voir un juge. Et ça nous pose un gros problème, parce qu'il y a 50% des personnes qui sont expulsées avant le 6e jour en rétention, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'occasion de voir un juge. Et ce qu'on remarque, c'est que parmi l'autre moitié des personnes qui voient un juge, 50% d'entre eux sont libérés. Donc ça veut dire que 50% des procédures environ sont irrégulières. Voilà, donc ça pose un vrai problème d'égalité d'accès au droit et de suspensivité des recours juridiques. Place maintenant à notre rendez-vous pour l'information dans la grande région. La ville de Rio risque de ne pas avoir les moyens d'assurer le succès des prochains Jeux Olympiques, à en croire son gouverneur. Mais avant, direction Haïti, c'est votre rendez-vous Caraïbes. La mission permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains exprime son profond désaccord face à l'interprétation de la situation politique en Haïti faite par la CIDH, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, l'un des organes principaux de l'OEA qui agit de manière indépendante. La mission permanente tient à souligner que contrairement à l'affirmation de la CIDH, il n'existe à ce jour aucune décision de l'Assemblée nationale haïtienne visant à mettre fin au mandat du président provisoire Jocelerme Privert. La mission de l'OEA invite la CIDH à éviter toute approche hâtive et toute interprétation simpliste d'une situation politique et électorale complexe qui requiert patience, dialogue et esprit de compromis. Elle invite également tous les partenaires et organismes internationaux à continuer d'accompagner le processus de démocratisation en Haïti à travers le soutien aux efforts du gouvernement d'organiser les élections en vue de passer le pouvoir à un président élu démocratiquement le 7 février prochain. Le gouverneur de Rio de Janeiro a averti que les Jeux Olympiques pourraient être un grand échec en raison des déficits budgétaires qui menacent de compromettre la sécurité et la mobilité au cours des Jeux. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision O Globo, Francisco Dornelles a déclaré être toujours en attente de paiement de 860 millions de dollars du gouvernement fédéral visant à consolider les caisses avant l'événement du mois d'août prochain. Rio a été particulièrement touché par la récession. Le Brésil a vu son économie décroître d'environ 4% l'an dernier et le chômage atteindre les sommets. L'État est extrêmement dépendant des redevances pétrolières, mais les gouvernements antérieurs ont accordé des milliards d'exonérations fiscales aux entreprises, avec pour conséquence des coffres presque vides. Autre préoccupation, la ligne de métro qui devait transporter des touristes à la salle olympique principale dans la région de Rio à l'extrême ouest de Barra n'est toujours pas prête. L'État fédéral devait allouer près de 290 millions de dollars pour terminer le projet, mais le décret n'a toujours pas été publié.
Francisco Dorneles rappelle que sans sécurité et sans métro, il sera quasiment impossible de recevoir les JO. Il y a quelques jours, le garde du corps du maire de Rio a été abattu, portant à 49 le nombre d'officiers de la ville tués depuis le début de l'année. Selon Amnesty International, les forces de sécurité mexicaines font régulièrement subir des abus sexuels aux femmes arrêtées afin d'obtenir des aveux. L'ONG basée à Londres a enquêté sur les cas de 100 femmes incarcérées dans des prisons du Mexique. Toutes ont déclaré avoir subi des formes de harcèlement sexuel ou d'abus psychologiques lors de leur arrestation et de leur interrogatoire. Erika Guevara Rosas, directrice pour les Amériques d'Amnesty International, affirme que ce que décrivent ces femmes donne un aperçu choquant de la prévalence de la torture contre les femmes au Mexique. Pour elle, la violence sexuelle utilisée comme forme de torture semble s'être banalisée durant les interrogatoires. La grande majorité de ces femmes a été accusée d'infractions en liaison avec le crime organisé ou les stupéfiants. Beaucoup d'entre elles viennent de familles pauvres, ce qui les rend moins susceptibles de pouvoir s'offrir une défense digne de ce nom, souligne Amnesty. Malgré un rapport de la Commission nationale des droits humains publié en août 2014 et confirmant les actes de torture infligés aux femmes, aucun des auteurs présumés de ces abus n'a été inculpé. Direction maintenant le Rézé où depuis plusieurs années, Franck Fazian et les bénévoles de Casabroc œuvrent à la réinsertion de jeunes en difficulté en les formant dans l'atelier de recyclage de l'association. Une démarche solidaire et de resocialisation qui demande à être soutenue. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Depuis plus de 10 ans, Casabroc contribue à l'insertion de personnes en situation d'exclusion. L'association recrute ainsi des jeunes via des périodes d'immersion avec la mission locale et les stages de découverte des métiers. Un parcours suivi par ce jeune menuisier ébéniste qui continue à se former grâce à son encadrant, Lionel Fleury, ébéniste depuis plus de 40 ans. Titulaire d'un BEP, menuisier, technicien agenceur et du bac, Giovanni est désormais en contrat d'emploi d'avenir. J'ai cherché du travail, cherchais. J'ai eu le temps de faire des montages de cuisine, meubles de cuisine et tout. Et là, je suis bien calé à Casabroc, voilà, depuis un an. Ben, en fait, pour moi, le meuble, c'est comme un patient malade qu'il faut opérer pour qu'il puisse repartir à zéro, pour qu'il puisse être bien. Donc, c'est pareil pour moi, la menuiserie. C'est de voir, par exemple, un client qui m'amène son meuble et quand il revient rechercher son meuble récupéré, c'est de voir le visage du client qui est émerveillé de voir le meuble, il ne le reconnaît même pas. Donc, voilà. Ça me fait plaisir. Il est intéressé par ce genre de métier. Donc, je vais lui transmettre le métier d'abord avant que je parte en retraite. Donc, je vais lui montrer le métier. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit. C'est le départ qu'on doit faire là-dessus. Et puis, de mettre ça en état. C'était un vieux meuble. Donc, de coller, de l'ajuster et de mettre de la solidité et puis de leur expliquer comment qu'ils doivent faire le travail convenablement de sa totalité. Franck Fazian a été animateur bénévole sportif et encadrant pour des jeunes en situation d'exclusion. C'est après une rencontre avec l'abbé Pierre que le fondateur de Casabroc a eu l'idée de créer ce secteur économique pour favoriser l'insertion de ces jeunes. Ces jeunes qui se sont donné les moyens de sortir du système parallèle, d'accepter de prendre un emploi, parce que c'est un contrat de travail, c'est un contrat, il y a des conditions. Il y a mes droits et il y a aussi mes devoirs, d'arriver tôt le matin, à l'heure, de s'organiser, de se prendre en main, de faire un chiffre d'affaires. Donc, ils ont une responsabilité. Donc, et de voir que maintenant, tout ça peut être mis à plat, peut être mis à terre. Donc, ils sont un petit peu désappointés par rapport à la situation. Encore plus que moi. Parce que pour eux,
c'est leur seul espoir de travailler. On sait très bien la situation économique en Guadeloupe. On sait très bien la situation de notre jeunesse en Guadeloupe, c'est plus de 10 000 jeunes qui sont en grande difficulté. Tous ces efforts risquent d'être anéantis par la rénovation urbaine des abîmes qui a déjà pour conséquence la condamnation de l'accès aux 2 portails d'entrée et de sortie de Casabroc. Malgré les nombreuses rencontres entre Cap Excellence et la ville des Abîmes, pour l'instant, aucune proposition concrète n'a été formulée pour la relocalisation de l'association, plongeant dans l'angoisse l'entrepreneur et ses 14 collaborateurs. Un mot de sport avec le Tour cycliste de Marie-Galante. Le coup d'envoi de la 40e édition de l'épreuve sera donné dans moins de 2 heures. Une première étape longue de 112 km dont le départ et l'arrivée sont prévus dans la commune de Saint-Louis. Grand absent cette année, Boris Carène, le vainqueur de l'année dernière. Depuis le début de cette semaine et jusqu'au samedi 9 juillet, les travaux de l'atelier d'art plastique de la Maison des Jeunes et de la Culture du Gosier sont visibles à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo du Gosier. Un atelier animé par Maurice Vital, peintre haïtien né à Jacmel dans le sud-est d'Haïti, qui exerce depuis bientôt une vingtaine d'années au Gosier. Reportage Muriel Barlagne. Le peintre Maurice Vital a plus de 40 ans de métier. L'ancien élève du Centre d'art national d'Haïti a choisi de transmettre son savoir, il y a maintenant 17 ans, par l'intermédiaire de la MJC du Gosier. Depuis 2002, il expose les travaux de ses élèves à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo en fin de saison. Cette exposition, c'est la collection 2015-2016, avec, si vous voulez, à peu près 40 exposants, à peu près 20 enfants, 24 enfants et ados, à peu près 19 exposants adultes. 19 exposants adultes, donc vous voyez qu'il n'y a pas une thématique privilégiée, donc c'est l'expression libre. L'expression libre parce que c'est des élèves, hein, c'est des élèves qui apprennent effectivement les bases du dessin, les bases de la peinture, en même temps des techniques de création. Pour cette collection, les apprenants ont essentiellement utilisé l'acrylique. Ils se sont appliqués à travailler à partir de modèles, en transformant des photos ou en interprétant des toiles d'artistes connus. C'est la technique de Maurice Vital pour enseigner les savoirs de base. L'idée, aider ses élèves à entraîner leur perception visuelle et à acquérir une solide culture de l'image. C'est comme la lecture et l'écriture. L'écriture, avant de penser à faire une dissertation, il faut apprendre effectivement à lire et à écrire. Revenez, c'est véritablement le travail, moi-même en tant qu'enseignant, en tant que prof, en tant qu'animateur de l'atelier, c'est mon travail, c'est apprendre les bases aux enfants, aux ados et aussi aux adultes. Vous voyez quand même, il suffit de regarder, effectivement il y a certains qui sont déjà dans la création, qui avaient créé, et d'autres effectivement qui s'accrochent à la fabrication de la perception visuelle, c'est-à-dire matérialiser sur le support ce qu'ils voient. Portraits, paysages, nature morte, les élèves étaient libres de choisir leur sujet, des œuvres complètes avec des noms, comme chez les grands. C'est ici que s'achève notre journal. Un point sur la météo pour terminer. Éclaircies et passages nuageux alterneront cet après-midi. Quelques gouttes de pluie sont possibles sur la Désirade et les communes de Marie-Galante. La bonne qualité de l'air se maintient avec un indice Atmo de 3 aujourd'hui. Dans un instant, vous allez retrouver l'actualité nationale et internationale suivie d'une météo plus complète et d'un nouvel épisode des aventures des candidats à l'élection de Mister Royal Guadeloupe. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve ce soir 19h pour une nouvelle édition de notre journal local et régional.